Bonjour à tous, c'est Savoir Partager, une émission coproduite par l'Institut de recherche pour le développement et Synapse Télévision, donc l'IRD et Synapse Télévision. C'est notre numéro 6. Notre invitée cette fois est Doris Bonnet. Doris Bonnet, vous êtes directrice de recherche en anthropologie à l'IRD. Vous avez travaillé sur la littérature orale Mossi du Burkina Faso. Vous avez consacré depuis 1977 toutes vos recherches à l'anthropologie de la maladie, en particulier à l'anthropologie de la maladie de l'enfant. Et vous travaillez aussi sur les évolutions de la représentation, de l'hérédité, dans le cadre d'une maladie génétique en Afrique subsaharienne qui s'appelle la drépanocytose. On va tenter d'expliquer ce que c'est. Et auprès de familles migrantes originaires d'Afrique subsaharienne et qui sont en Île-de-France et qui sont atteintes éventuellement de drépanocytose. Vous dirigez avec Catherine Rollet un séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales consacré à la petite enfance, ça s'appelle Regard croisé sur la petite enfance. Vous avez publié, vous avez contribué à un livre qui s'appelle La drépanocytose, Regard croisé sur une maladie orpheline, c'était chez Cartala. Vous avez publié Des maladies de passage, transmission, prévention et hygiène en Afrique de l'Ouest avec Yannick Jaffré, c'était aussi chez Cartala. Et puis vous avez publié Du soin au rite dans l'enfance, que vous avez dirigé chez RS. On voit ce livre ici. Et vous êtes rédactrice en chef de Sciences sociales et santé. Vous avez contribué à un numéro de revue sur l'éthique médicale dans les pays en développement. Vous avez fait un film sur la drépanocytose en Afrique. Je vais m'arrêter là, en 99. Vous participez. Oui, participer, voilà. Et je vais m'arrêter là parce qu'on va d'abord dire ce que c'est que la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique, tout le monde dit rare, et qui en fait n'est pas rare du tout, puisque un Africain sur 100 est affecté de cette maladie génétique qu'on appelle la drépanocytose. Alors expliquez-moi exactement comment ça se manifeste et ce qu'est cette maladie. La drépanocytose, c'est une maladie de l'hémoglobine et des globules rouges qui transportent l'oxygène et qui provoquent des douleurs extrêmement douloureuses des membres avec des possibilités de crise qui vont jusqu'à l'anémie. Donc l'enfant ou la personne doit être transfusé d'urgence et en Afrique, on imagine qu'il y a des problèmes de transfusion où les banques ne sont pas toujours sécurisées et où l'enfant peut attraper le sida même à la suite de ces crises-là. Donc il y a beaucoup d'enfants qui meurent de la drépanocytose en bas âge là-bas. Alors on peut faire un diagnostic prénatal, on peut faire aussi un diagnostic sur le tout petit bébé à la naissance. À la naissance. Et en quoi ce diagnostic qui intervient tôt est positif et peut permettre une certaine prévention? Bien, quand c'est un diagnostic néonatal à la naissance, l'enfant en France est dirigé vers des centres de référence qui sont spécialisés sur la pathologie, où il y a tout un groupe de médecins, des généticiens, des pédiatres, des spécialistes de la drépanocytose, et on peut prévenir la maladie, apprendre aux familles à prévenir les crises. Donc, dès qu'il y a la moindre fièvre, donner de l'iprane, et puis d'éviter d'enclencher le processus qui va aller jusqu'à l'hospitalisation de l'enfant. Donc c'est un problème de prévention essentiellement. Mais en fait, on ne sait pas la soigner quand même sur le plan... Une fois que la maladie est déclarée, on ne sait pas très bien quoi faire. Alors maintenant, avec les technologies, il y a la possibilité de faire des greffes de moelle osseuse quand on sait que l'enfant a des risques d'accident vasculaire cérébral. Alors je vous pose des questions médicales, ce n'est pas du tout votre partie. Oui. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est de regarder comment procèdent les médecins. Et par exemple, en Afrique, vous avez regardé comment procédaient les médecins. Alors ce qui m'a frappé dans vos écrits, c'est que vous montrez qu'au fond, il y a deux dangers essentiels. Il y a des médecins qui, d'une certaine façon, se disent c'est une maladie sauvage, ça frappe des sauvages. Et puis, à l'inverse, exactement, on a des médecins qui, au fond, jouissent d'un certain exotisme et se penchent avec charité et bonté sur cet exotisme passionnant, sikh. Alors, et vous voudriez, au fond, préconiser une attitude qui soit à l'exacte distance de ces deux extrêmes. Oui, en fait, les spécialistes de la drépanocytose ont dépassé ce stade ils connaissent bien la maladie, ils connaissent bien leurs patients, et ils ont dépassé maintenant ce stade de l'exotisation. Ils travaillent en collaboration avec des médecins du Sud, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a une collaboration Nord-Sud qui est faite, qui est vraiment à préconiser, même davantage. Mais le problème, c'est qu'au Sud,
les médecins qui donnent des conseils ne sont pas suivis puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de remboursement des frais, il n'y a pas de remboursement des examens prénataux. Et ensuite, une fois qu'on a dit à la femme qu'elle était drépanocytaire, ça conduit à quoi? Souvent à une répudiation des femmes, puisque les femmes font souvent des fausses couches à répétition. Donc les femmes sont souvent répudiées, les enfants sont rejetés aussi. Donc il y a un stigmate social qui est là, ce qui concerne l'anthropologue et qui peut permettre d'étudier comment éviter cette stigmatisation sociale des femmes et des enfants. Mais la drépanocytose, qu'on sait quand même mieux prendre en compte, il y a quand même un effort de soins, justement, de la part des... Je dis justement parce que c'est dans le titre de votre livre, il y a un effort de soins de la part du patient lui-même. Il faut qu'il apprenne un certain nombre de choses. Voilà, et tout à fait. Vous avez assisté à ce transfert de connaissances entre les thérapeutes et puis les malades. Vous avez l'impression que ce transfert de connaissances se passe bien? Oui. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, les gens sont demandeurs de soins. On dit souvent que les Africains ne sont pas demandeurs de soins, ce n'est pas vrai. Ils sont demandeurs de soins et il y a un travail qui est fait par les généticiens et pédiatres de répétition, d'apprentissage de qu'est-ce qu'il faut faire quand l'enfant a de la fièvre et puis prévenir les enseignants, parce que beaucoup d'enseignants de maternelle, de classes comme ça, ne savent pas que l'enfant est drépanocytaire et ils ne savent même pas ce que c'est que cette maladie. Donc il y a tout un travail de collaboration entre les parents, les médecins et les enseignants aussi au bénéfice de l'enfant. Alors, très intéressant aussi l'observation que vous avez faite des drépanocytaires qui sont en France, et c'est-à-dire au fond des populations immigrées qui sont en situation de maladie. Et alors là se pose un problème parce que si le diagnostic a lieu avant l'accouchement, juste après la conception, par exemple, se pose le problème, dans certains cas, de l'avortement possible. Est-ce qu'on va jusque-là? Et surtout, cette question de l'avortement entre en contradiction, évidemment, avec les traditions, les habitudes culturelles de ces populations. Et vous avez bien montré la contradiction qu'il y avait entre l'habitude qu'on a en Occident de considérer que l'avortement comme une solution possible et, à l'inverse, l'espèce de sacralisation de l'enfant et de la gestation de l'enfant chez ces populations. Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, les femmes qui viennent d'Afrique sont souvent issues de pays où l'IVG est interdite. Donc il n'y a pas une culture de l'IVG comme nous maintenant on l'a en France. Donc c'est considéré comme un tabou. Et en plus, à la naissance et même à l'échographie, l'enfant n'a pas un statut de handicapé pour le parent. Contrairement au milieu médical où l'enfant drépanocytaire est associé dans leur nomenclature à un enfant handicapé. Donc il y a un hiatus entre les parents qui ne comprennent pas pourquoi on va soumettre à l'IMG, à l'interruption médicale de grossesse, des enfants qui ont leurs bras, leurs pieds tout bien constitués et qui sont désirés. Et donc il y a un hiatus à ce niveau-là aussi. Et c'est un hiatus qui est un hiatus culturel. Et au fond, c'est un peu ce hiatus culturel que vous faites apparaître. Oui, mais qui est culturel non pas au sens d'une culture de socialisation primaire, mais aussi d'une culture des institutions. Parce que on n'est pas uniquement dans une culture de là où on est né, en Afrique, dans un village, etc. On provient aussi d'un pays qui a une culture des institutions. Donc, Doris Bonnet, quand le diagnostic prénatal est fait, est porté, les médecins français, lorsque ça se passe en France, préconisent toujours l'avortement? Non, ça dépend si c'est une forme sévère de la maladie. Mais on le sait, ça, avec le diagnostic prénatal. Voilà, parce qu'il y a des formes légères, il y a des formes aussi où on transmet le trait drépanocytaire. C'est un peu comme le principe des yeux bleus. Il faut qu'il y en ait des deux côtés de la famille. Donc on peut transmettre le trait drépanocytaire et puis n'avoir aucun symptôme. Et par contre, on peut avoir une forme grave
de la maladie et on sait que l'enfant va en souffrir, ou bien qu'il risque d'en mourir. Donc c'est dans les formes sévères qu'on préconise à la femme, qu'on propose. On ne préconise pas, on propose à la femme une interruption médicale de grossesse. Alors généralement, on s'aperçoit que c'est un peu en fonction de son expérience de la maladie que la femme décide. Oui, c'est pas tant. Quelquefois, les femmes disent c'est ma religion, mais je me suis aperçue au cours de mes enquêtes que souvent la religion vient se plaquer quand on n'a pas trop envie de parler d'autre chose, quoi, dans son intimité. Prenons ce mot pour parler de l'identité culturelle intime que finalement on ne veut pas présenter. Voilà, on n'a pas envie de parler de son histoire personnelle, on n'a pas envie de raconter son vécu, et c'est plus facile, c'est un raccourci de dire c'est ma religion. Comme ça, alors si vous montrez que ce sont des Africains qui sont touchés par cette maladie, c'est parce que vous expliquez que en fait, tout ça vient de vieux paludismes et d'une maladie comme le paludisme qui a touché éventuellement des ancêtres qu'on n'a pas traités, et la transmission du paludisme est à l'origine de la drépanocytose. Alors les scientifiques disent que la drépanocytose serait due à une mutation du gène. Non, pas du gène, provoquée par le paludisme, puisqu'on s'aperçoit que c'est là où il y avait des maladies, il y avait des pays atteints par le paludisme, dans tout le bassin méditerranéen, ce qui veut dire qu'il y a des populations blanches qui ont la drépanocytose aussi. Et que ça a été une réaction, une mutation génétique du corps pour se protéger du palu. Puisque, en effet, les drépanocytaires réagissent mieux à un paludisme grave, très très élevé, quoi, très important. Alors, on va prendre la distance par rapport à la drépanocytose et parler du regard que vous portez sur l'enfance. Parce que c'est quelque chose d'être un anthropologue de l'enfance. Et votre regard est un regard spécifique d'anthropologue sur les enfants. Alors, expliquez-moi comment ça se manifeste, comment vous faites? Bien, il y a plusieurs façons d'attraper ce thème de l'enfance, parce que d'abord, c'est de voir que les seuils que nous, on définit dans l'enfance ne sont pas toujours partout les mêmes. Je vois dans les sociétés où j'ai pu travailler en Afrique, l'enfant, c'est pas forcément à la naissance qu'on se dit oui, c'est un enfant. Il y a une espèce d'expectative de savoir que c'est un être qui vient d'ailleurs, et puis que peut-être qu'on va attendre de voir si c'est vraiment un enfant, ce qui est un système de protection par rapport à la forte mortalité qu'il peut y avoir. Donc ça pose la question du statut de l'enfant. Et c'est important parce que quand on le met en perspective avec des juridictions actuelles sur le statut de l'enfant, et puis qu'on voit qu'il peut y avoir des hiatus entre des représentations ancestrales de l'enfant et puis une juridiction par rapport au statut de l'enfant. Donc c'est poser la question du statut, puis c'est poser aussi la question de l'enfant comme acteur dans la société, et non pas uniquement un sujet qui serait un sujet de la médecine ou un sujet d'autre chose. Le titre de votre livre est un très beau titre, Le soin et le rite, du soin au rite dans l'enfance. Et en fait, vous montrez bien qu'il y a une démarche sociale, identitaire, il y a une démarche religieuse à travers le soin, et qu'il y a une manière d'articuler les systèmes de valeurs dans la manière dont l'enfant est traité. Et qu'en fait, les systèmes de valeurs qui s'occupent de l'enfance, qui sont en rapport avec l'enfance, sont des systèmes de valeurs complexes qui s'articulent autour du soin et du rite. Et qu'au fond, on ne peut pas tellement faire le partage de ce qui est soin et de ce qui est rite. Voilà. Il y a une espèce de symbiose entre les deux. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a tendance, nous, à vouloir rendre l'image du soin, la médicaliser, et puis l'image du rituel, la spiritualiser, si je puis dire. Alors qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus subtil que ça, et qu'il y a du rituel dans le soin, même à l'hôpital, à la limite, et qu'il y a du soin dans le rituel, même dans les villages. Donc c'est à travailler, à décortiquer un petit peu pour montrer que les
la relation entre les deux est plus subtile que ce qu'on pourrait penser. Alors, vous avez travaillé sur la toilette des tout petits au Burkina Faso, et notamment comment les nourrissons sont manipulés. Qu'est-ce qu'il en est de la gestuelle sociale concernant ces nourrissons? Qu'est-ce qu'il en est aussi des rites qu'on a vis-à-vis de ces nourrissons? Comment on regarde le corps de l'enfant? Comment on le traite? Et aussi, quelles sont les représentations qu'on a par rapport à ce corps de l'enfant? Alors peut-être vous pouvez nous expliquer comment se fait ce lien, et par exemple, dans le maternage, comment interviennent à la fois le contrôle familial et en même temps des enjeux assez complexes de contradiction entre les familles et l'État, à l'intérieur des familles, entre les générations, et comment tous ces conflits apparaissent dans les soins. On peut prendre un exemple. En Afrique, dans certains coins, on purge l'enfant, on lui fait comme les poires à lavement de chez nous avant, quoi. Donc c'est une recommandation d'expulser toutes les saletés du ventre de l'enfant, etc., de tout ce qui reste encore de l'accouchement, de l'au-delà, etc. Et ça, c'est des pratiques qui favorisent la malnutrition de l'enfant, qui vont, si un enfant est malnutri, au niveau médical, ça va être catastrophique. Donc, on se retrouve avec d'un côté des grands-mères qui veulent maintenir cette pratique de purification de l'enfant, et de l'autre côté des médecins qui disent « mais faites pas ça, vous conduisez votre enfant à la mortalité ». Donc, il y a certaines femmes qui veulent suivre les recommandations des médecins, mais quelquefois on se demande si elles ne veulent pas les suivre pour s'émanciper d'une belle-mère qui veut tout contrôler au niveau de sa belle-fille, quoi. Donc ça, c'est une vieille question des relations entre les belles-mères et les belles-filles. Qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on refuse de la transmission de sa belle-mère ou de sa mère? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des enjeux familiaux voilà. Assez complexes, parce voilà. qu'il n'y a pas que les enjeux belle-mère Bru, oui. il y a aussi des enjeux éventuellement avec toute la famille, oui. Toutes les familles alliées, la manière dont on procédait dans la famille de la personne en question, de la femme en question, ça doit l'emporter d'une certaine façon. En tout cas, ça joue énormément dans la conscience de la femme. Et en même temps, il y a les pratiques de l'État aussi, voilà. Qui peuvent entrer en contradiction avec ce que disent les médecins. Exactement. Alors, quelquefois, ce qui est intéressant, c'est que les recommandations des médecins, ils ne se rendent pas compte que ça bouge toute une économie familiale. Ils pensent qu'ils font uniquement une recommandation d'hygiène. Technique. Et ils ne se rendent pas compte que toute la famille va en être bouleversée au niveau de leurs interrelations. Et donc c'est là où l'ethnologue peut intervenir et montrer qu'une recommandation médicale, elle n'est pas que technique, justement. Elle interfère sur d'autres champs que la technicité. Doris Bonnet, aujourd'hui, quand on regarde la drépanocytose dont on a parlé, comment se fait-il que c'est considéré comme une maladie rare alors que c'est si fréquent, puisque ça touche, je le disais, un Africain sur 100? Comment se fait-il que dans les initiatives qui touchent le grand public et où on demande de l'argent au grand public, on ne prend pas en compte la drépanocytose, alors que nous avons tous les télétons de la Terre? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de parallèle au téléthon qui concernerait la drépanocytose? Normalement, il devrait rentrer dans la catégorie des télétons, parce que le téléthon parle essentiellement de la mucoviscidose, mais c'est les maladies génétiques et soi-disant orphelines, comme vous dites, alors qu'on a parlé une fois de la drépanocytose au téléthon. Donc il devrait, je veux dire que le patrimoine génétique des Français, il n'est pas que celui des Blancs. On a aussi les Antillais qui sont français et qui sont porteurs de la maladie. Donc il y a une prise en charge même qui est bien faite en Guadeloupe, mais c'est comme si c'était considéré comme une maladie des Noirs et comme si nous, ça ne nous concernait pas. Trace de racisme, au fond, dans la pratique, pratique de ceux qui parlent des maladies Je pense qu'il y a des rapports sociaux de race qui sont sous-jacents à ça et qui doivent... là aussi, l'ethnologue est en mesure de dire attention, d'un point de vue sociétal, ces gens ont besoin d'être pris en charge, d'être reconnus
dans cette pathologie, dans cette maladie et dans la prise en charge que l'État doit payer, financer. C'est les associations de malades et les médecins qui sont spécialisés sur cette maladie qui font bouger le plus les choses. Mais au niveau des organismes internationaux, au niveau de l'État, c'est vraiment très difficile. Doris Bonnet, pour vous avoir lu, j'ai l'impression que l'anthropologue que vous êtes, évidemment, fait des observations très fines, très précises de ce qui se passe dans ces familles drépanocytaires, mais en même temps, on se pose la question de savoir, mais comment se fait-il que les médecins ne prennent pas ça en compte? Et est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faites comme travail, votre compréhension fine de ce qui se passe dans les familles quant à cette maladie, votre manière de montrer les contradictions qui interviennent au niveau de l'articulation rite-soin, est-ce que les médecins vous lisent et est-ce qu'ils en font quelque chose de cette lecture? Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler avec une femme médecin notamment, et puis des médecins spécialisés de la drépanocytose qui ont non seulement lu mes travaux, notamment par exemple, j'ai travaillé sur l'annonce de la maladie, qui représente un choc considérable pour les gens. Ils se demandent qu'est-ce qui leur arrive, hein. Donc, il y a un protocole d'annonce et que j'avais un petit peu critiqué. Et les médecins ont tenu compte de mon travail et ont tenté de modifier ce protocole. Donc, c'est satisfaisant pour l'ethnologue de voir qu'on est reçu, on est écouté. Et très souvent, on intervient dans des communications ou des congrès de drépanocytose. Ils nous écoutent de plus en plus et ils tiennent compte de plus en plus de l'anthropologie, et notamment l'anthropologie médicale. Donc vous ne vous plaignez pas de l'insuffisance de formation de médecins en la matière? Peut-être que normalement ils devraient être formés à l'anthropologie. Alors, oui, enfin, vous savez, les sciences humaines en médecine, c'est quasiment rien. Bon. Mais je pense que ça avance malgré tout. Oui. Je veux dire, il y a quand même une ouverture d'esprit des médecins qui a changé peut-être depuis le sida. Je pense que là, il y a une rupture où il y a quelque chose qui s'est fait, où on s'est rendu compte que les maladies n'étaient pas uniquement des problèmes médicaux, mais posaient des problèmes sociétaux, des tas de problèmes au niveau de la relation médecin-malade. Et en plus, les anthropologues ne travaillent plus uniquement sur l'exotisme et la médecine traditionnelle, mais aussi sur les systèmes de soins, sur les hôpitaux, sur l'offre et la demande de soins. Donc, des deux côtés, il y a eu des changements qui se sont faits et qui ont permis un meilleur rapprochement entre les deux. Doris Bonnet, ce transfert de connaissances des anthropologues vers les médecins, est-ce que vous le vivez, je dirais, de façon citoyenne, au sens où vous avertissez le système médical d'avoir à prendre en compte quelque chose qu'il ne connaît pas bien, ou en tout cas à quoi il n'a pas été formé, et qui mériterait de leur part sans doute un plus grand intérêt qu'ils n'ont pour l'instant. Et même si vous dites que ça progresse, est-ce que vous avez l'impression que là, vous avez une tâche citoyenne, scientifique et en même temps citoyenne, dans la mesure où vous devez former ces médecins, vous devez leur expliquer les contradictions qui sont dans la tête de ces patients qu'ils prennent en charge? C'est ce qu'on fait, hein, nous les chercheurs, généralement, mais c'est par les congrès, par l'intégration à des formations à l'intérieur de colloques qu'on s'y fait, c'est-à-dire que par nos publications, par la diffusion de nos publications, c'est pas... Oui, à votre niveau, vous essayez de former les médecins et de leur faire comprendre, et de faire comprendre aussi à la société ce qu'il en est. Voilà, c'est plutôt... quelquefois de faire comprendre à la société qu'il faut éviter de tomber dans des excès de conseils, ou que quelquefois les conseils sont mal adaptés aux situations sociales. Et qui ne prennent pas en compte le terrain social sur lequel on est. Voilà, ça ne prend pas en compte. Par exemple, il y a des médecins en Afrique qui disent « ne vous mariez plus avec vos cousines, parce qu'en vous mariant au plus près, vous risquez d'avoir les tares des familles. » Et donc, du coup, j'ai rencontré un Ivoirien qui s'est séparé de la cousine, qui est allé de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Il a rencontré une femme sans s'interroger sur son statut par rapport à la drépanocytose. Et puis, en fait, elle était drépanocytaire. Il est revenu voir son médecin. Il a dit « Mais alors quoi, vous m'aviez dit de ne pas me marier avec ma cousine ?» Parce que le discours de prévention était simpliste.
De dire ne vous mariez pas avec vos cousines, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est de dire faites attention, sachez que si vous vous mariez avec quelqu'un qui a une forme grave de la drépanocytose, vous risquez d'avoir des enfants atteints, mais à ce moment-là, faites ceci, sans intervenir sur la prohibition des alliances. C'est là où l'anthropologue peut intervenir en tant que citoyen, de dire attention, d'un point de vue éthique, vous n'êtes pas là pour réguler les alliances matrimoniales des populations. Et encore moins pour préconiser telle ou telle alliance. Voilà, exactement. Merci Doris Bonnet. Alors je rappelle que votre livre s'appelle « Du soin au rite dans l'enfance ». C'est un très beau livre aux éditions RS, un livre collectif que vous avez dirigé, que vous avez corrigé. Il y a un DVD à l'intérieur et donc on y a accès très vite. Et malgré, je dirais, le caractère très précis de cette maladie, on comprend tout à la lecture de ce livre. Merci. Merci.